Pendant des années, j'ai cru que la clé de la réussite, c'était d'en faire toujours plus. Plus de projets, plus de réunions, plus de soi-disant axes de productivité. Le résultat? Plus de stress. Et surtout, beaucoup moins de clarté. C'est en cherchant une sortie de secours que j'ai fini par tomber sur une idée qui va à contre-courant. La solution, ce n'est pas d'ajouter, mais bien de retirer. Aujourd'hui, on va explorer ensemble cette philosophie, une philosophie pensée pour le chaos de notre époque, le simplimalisme. Cette phrase, c'est notre point de départ. Elle fait un peu mal, non? Parce qu'on s'y reconnaît tous un peu si on est honnête. Cette agitation, c'est le scroll infini sur les réseaux sociaux quand on devrait être en train de réfléchir à un vrai problème. C'est quand on remplit son agenda de petites tâches pour ne surtout pas se poser la question « est-ce que ce que je fais a vraiment du sens ?» En fait, cette occupation permanente, c'est juste un bouclier. Un bouclier bien confortable contre les vraies questions, contre ce qui est essentiel. Alors, voilà notre plan de route en 5 étapes. D'abord, on va mettre un nom sur l'ennemi, ce fameux piège de la productivité. Ensuite, on va découvrir notre arme secrète, la philosophie simplimaliste. Après ça, on verra comment s'en servir. D'abord en construisant notre forteresse intérieure, puis en aménageant le monde extérieur, et à la fin, on verra pourquoi on fait tout ça. Quel est le trésor à protéger, la souveraineté joyeuse. Allez, on plonge dans le vif du sujet. Le piège de la productivité moderne. Faut pas l'imaginer comme une simple surcharge de travail, non. C'est plus subtil. C'est une sorte de prison dorée. Les barreaux, ce sont les notifications, les réunions qui s'enchaînent, les attentes des autres. On s'agitait beaucoup à l'intérieur, on a vraiment l'impression d'avancer, mais en réalité, on fait du surplace. Et ce bruit, il est absolument partout. Les pings de Slack, les fils d'actu qui ne s'arrêtent jamais, les pubs qui nous créent des besoins qu'on n'avait même pas il y a 30 secondes. Notre cerveau, il n'est tout simplement pas câblé pour ça. Et toute cette surcharge, elle ne nous rend pas plus performants. Au contraire, elle nous plonge dans une sorte de brouillard mental permanent, une espèce d'anxiété de fond qui nous empêche de réfléchir clairement et au final, de prendre les bonnes décisions. Alors celle-là, elle va à l'encontre de tout ce qu'on nous apprend depuis l'enfance. Mais attendez, réfléchissons-y 2 secondes. Le bon artisan, il ne frappe pas le bois plus fort, il frappe au bon endroit. L'athlète de haut niveau, il ne s'entraîne pas plus, il s'entraîne mieux. L'intelligence, ici, c'est exactement ça. C'est la capacité à avoir les 20% d'actions qui vont donner 80% des résultats et d'avoir le courage de laisser tomber tout le reste. La vraie question, ce n'est pas comment en faire plus, mais plutôt quel est tout le superflu que je peux enfin éliminer. Et c'est là justement qu'intervient le simplimalisme. C'est une philosophie de la soustraction. Imaginez que votre attention, c'est un verre d'eau. La culture moderne, elle nous pousse à y ajouter sans arrêt des sirops, des poudres, des colorants. Résultat, le verre déborde et le contenu est imbuvable. Le simplimariste, lui, il prend un autre chemin. Il choisit de vider le verre pour n'y garder que l'eau pure. Parce que la vraie efficacité, elle se trouve là, dans la clarté, la concentration et la créativité retrouvée. Décortiquons un peu ça. Du minimalisme, le simplimalisme prend l'idée simple que désencombrer son espace physique, ça aide à désencombrer son esprit. Du stoïcisme, il garde la discipline de se concentrer uniquement sur ce qu'on peut contrôler. Par exemple, ne pas s'énerver à cause d'un email un peu agressif, mais plutôt contrôler sa propre réponse pour qu'elle soit calme et factuelle. Et enfin, du biohacking, il va piocher des techniques concrètes pour optimiser son énergie. Des choses comme maîtriser son cycle de sommeil ou sa consommation de café pour avoir un focus optimal au bon moment. Ce tableau, il résume tout le changement de perspective. Je me souviens très bien d'une époque où un agenda vide me terrifiait. Pour moi, c'était un signe que je n'étais pas important. Aujourd'hui, un créneau de libre dans mon agenda, c'est un trésor. C'est un espace pour réfléchir, pour créer, ou tout simplement pour ne rien faire. Passer de réactif à proactif, ça veut dire arrêter de passer son temps à défendre son but contre les demandes des autres et commencer enfin à jouer en attaque pour ses propres objectifs. Bon, passons à la pratique. Concrètement, on fait comment ? Eh bien, on commence par l'intérieur. Il faut se voir comme l'architecte de sa propre forteresse mentale. Le bruit du monde extérieur, c'est un siège permanent. Notre forteresse, ce sont nos principes, nos routines, notre capacité à nous protéger. Les douves, c'est notre capacité à dire non. Les remparts, ce sont nos routines du matin. Et les tours de guet, c'est notre conscience de ce qui essaye de voler notre attention. Pour bâtir cette forteresse, voilà les 4 matériaux de base. Le stoïcisme moderne, c'est par exemple, face à un projet qui prend du retard, de ne pas céder à la panique, mais de se demander « Ok, quelle est la seule petite chose que je peux faire là, maintenant, pour avancer ?» Le locus de contrôle, c'est se rappeler que personne ne peut nous mettre en colère sans notre permission. L'art de l'attention, c'est un exercice très concret. Mettre son téléphone en mode avion pendant 1 heure, juste pour finir un truc. Et la solitude stratégique, c'est tout simple, faire une marche de 15 minutes, sans écouteurs, juste pour laisser ses pensées faire leur chemin.
Cette petite phrase, c'est une clé magique, et elle fonctionne si bien parce qu'elle est impersonnelle. Elle ne dit pas « ton idée ne m'intéresse pas », non, elle dit « mon système de priorité à moi, en ce moment, ne me le permet pas ». Si la personne en face est surprise, on peut adoucir « j'adorerais t'aider, mais je suis à 100% sur mon projet X en ce moment et je dois absolument protéger cette concentration ». Le secret, c'est de le dire calmement, avec assurance. Ce n'est pas un rejet de l'autre, c'est une affirmation de ses propres objectifs. C'est bien beau d'avoir une forteresse mentale solide, mais si on vit au milieu d'un champ de bataille chaotique, c'est épuisant. Donc l'étape suivante, c'est de pacifier le territoire extérieur pour qu'il devienne notre allié. Avoir son téléphone qui vibre sur le bureau quand on essaye d'écrire, c'est comme inviter l'ennemi directement dans la salle du trône. Notre environnement doit être pensé pour nous aider, pas pour nous tendre des pièges. On va donc se concentrer sur 3 grands chantiers. D'abord, l'espace physique. Un bureau avec juste un ordinateur et un carnet, ça encourage la concentration. La règle est simple, si un objet ne sert pas à la tâche en cours, il n'a rien à faire dans le champ de vision. Ensuite, l'énergie du corps. Par exemple, commencer sa journée avec un grand verre d'eau avant le café, ça peut radicalement changer la donne. Et enfin, le temps. Il faut arrêter de le voir comme un agenda à remplir, mais plutôt comme un budget à allouer à ses vraies priorités. Pour gérer son temps, cette méthode est juste redoutable d'efficacité. Prenons un exemple concret. On est lundi matin, mes 2 gros caillots sont 1. Finaliser une proposition pour un client et 2. Préparer une présentation pour le lendemain. Je vais donc bloquer de 9h à 11h pour la proposition et de 11h à 12h pour la présentation, sans aucune interruption. Et c'est seulement après ça que je vais ouvrir ma boîte mail, le sable. Même si je ne fais rien d'autre de la journée, ma journée est une réussite. Pourquoi ? Parce que l'essentiel a été fait. Voilà à quoi un emploi du temps comme ça peut ressembler. Mais attention, c'est un idéal. Personne n'a une journée parfaite tous les jours. L'idée, ce n'est pas de copier cette structure à la lettre, mais de s'en inspirer pour créer la sienne. Peut-être que votre bloc de travail profond, à vous, c'est le soir. Ce qui compte, c'est le principe. Protéger ces heures de haute énergie pour ces tâches de haute valeur et de reléguer tout le reste au moment où on a moins d'énergie. Très bien, on a la méthode, la discipline. Mais tout ça, pourquoi faire ? Pour devenir un robot super productif ? Surtout pas. Le véritable objectif de toute cette démarche, il est bien plus subtil, bien plus humain. Il ne s'agit pas de cocher plus de cases sur une to-do list, mais de débloquer un état d'être que beaucoup d'entre nous ont complètement oublié. La sérénité joyeuse, c'est ce sentiment de contrôle calme, cette confiance tranquille qu'on est sur le bon chemin, notre chemin. Et la belle vie, c'est une notion très personnelle. Pour moi, c'est une vie avec du temps pour lire des livres papier, pour avoir des conversations sans être coupé par une notification, pour avoir le droit de s'ennuyer un peu. Et la question que le simplimalisme nous force à nous poser, c'est celle-là. Quelle est notre propre définition d'une belle vie ? C'est comme cette fameuse histoire du sculpteur. On lui demande comment il a fait pour créer une statue aussi magnifique à partir d'un bloc de marbre brut. Et il répond « C'est simple, la statue était déjà dans le bloc. J'ai juste enlevé tout ce qui n'était pas la statue. » C'est exactement la même chose pour nous. La joie, le contentement, la paix, ce ne sont pas des choses qu'on doit aller chercher ou acheter. Elles sont déjà là, à l'intérieur. Notre travail, c'est juste de retirer, couche par couche, les obligations inutiles, le bruit mental et le désordre qui les recouvre. Alors, pour finir, un appel à l'action tout simple. Pas une révolution, juste un tout petit pas. On peut se lancer un petit défi. Pour la semaine qui vient, chaque jour, retirer une seule chose non essentielle. Se désabonner du newsletter, supprimer une appli qu'on n'utilise plus, refuser gentiment une petite demande qui ne nous correspond pas, et juste observer l'espace que ça crée. Parce que c'est comme ça que ça commence, la reconquête de notre souveraineté, par un simple mais puissant acte de soustraction.